Je veux bien ça, Mathieu, mais il y avait quand même la vision de Gaulle, de Adenauer, par exemple, en Allemagne, de Giorgio La Pira en Italie, par exemple, était quand même une vision basée sur des valeurs chrétiennes. Mais ça a été balancé complètement. Il y avait quand même un trait de génie dans ces visions-là de faire une Europe un peu comme un Saint-Empire romain germanique ou une Europe cistercienne, vous savez, retrouver une unité sur des bases spirituelles beaucoup plus profondes. C'était l'Europe civilisation. Mais ce qu'on peut voir par ailleurs en Europe en ce moment, c'est que le projet européen, ou l'européiste pour être plus exact, est le contraire de l'Europe civilisation. C'est quoi la différence entre européen, on pourrait dire, c'est le projet européen tel qu'on aurait pu l'entendre à la manière de Gaulle, c'est l'expression politique, c'est l'expression achevée de la civilisation européenne qui se réconcilie dans une forme politique inédite, respectant la souveraineté des nations. Le propre de l'européisme, c'est que l'Europe devient simplement un espace vide, une page blanche à partir duquel tracer, je dirais, les premiers traits de la société mondialisée. C'était par exemple la formule de Fukuyama qui disait l'Europe est la maison de la fin de l'histoire. C'est la formule de Edgar Morin qui disait qu'est-ce que l'Europe? C'est justement ce projet qui n'est fondé sur rien. C'est une promesse d'indétermination. C'est la possibilité de se fonder non plus dans la culture, mais au-delà de l'histoire. Donc l'Europe ne pense plus comme héritage, mais comme utopie. Et d'ailleurs, c'est bien dit, hein, c'est bien dit. Elle se pense moins comme héritage que comme utopie. Et en 2005, il y avait eu toute une controverse autour du traité européen, ne l'oublions pas, sur la question des origines chrétiennes de l'Europe. Et il y a eu toute une controverse, et finalement, on n'avait pas inscrit dans le traité européen les origines chrétiennes de l'Europe. Pourquoi? Parce que dire de l'Europe qu'elle avait des origines chrétiennes, c'était la lier à un héritage historique particulier, c'était la borner historiquement, c'était la borner culturellement, c'était l'empêcher de tenir la promesse de l'utopie du métissage mondialisé. Alors, qu'est-ce qu'on voit à travers ces questions de l'indépendance écossaise et la question des petites nations, plus vastement la question de l'Europe? Ce qui se pose partout aujourd'hui, en Europe, mais plus vastement, c'est la vieille question nationale, non pas à la manière québécoise, bien sûr, mais cette capacité à faire correspondre dans un même espace politique un peuple, des institutions politiques et une capacité par ces institutions de poursuivre une expérience historique. La figure fantasmatique du citoyen du monde est une figure dépolitisée radicalement. C'est une figure qui est en contradiction avec le principe même de la démocratie. Aujourd'hui, nous redécouvrons un besoin anthropologique premier. Un besoin non pas sociologique, mais anthropologique. C'est un besoin de protection politique, un besoin d'appartenance dans le cadre d'une communauté d'histoire. Anthropologique, on peut dire culturel aussi. Vous dites jamais ce mot culturel, vous. Ça vous gêne, on dirait. Non, je pourrais dire le mot culturel sans problème, mais lorsque j'évoque anthropologique, j'entends par là que ça fait partie de la condition humaine, que cette nécessité d'appartenance à une culture qui n'est pas qu'un tissu d'influences multiples et nombreuses, mais une culture comme cadre de référence, comme monde commun, reprenons la formule d'Hannah Arendt, une culture comme monde commun. Et ce monde commun doit être institué politiquement. Et là, ça nous ramène à la question des petites nations, qui était l'espèce de point de départ de cette réflexion. Oui, je l'oubliais. Les petites nations... Oui, les petites nations, oui. Les petites nations sont... et c'est une réflexion très juste d'Alain Finkielkraut qui l'a repris de Milan Kundera dans son beau texte Un Occident kidnappé, publié au début des années 80 dans la revue Le Débat. Finkielkraut reprend ça dans son livre L'ingratitude en 99 et dit « Les petites nations sont aujourd'hui dépositaires d'un témoignage inattendu, celui de la pluralité du monde. Celui de la pluralité du monde, c'est-à-dire que cette pluralité culturelle, cette diversité culturelle mondialisée dont on nous parle souvent, est impensable sans une pluralité politique. Les petites nations sont celles dont la pesanteur historique n'est pas évidente. Lorsque le Québec... Ni le destin du reste. Hein. Pardonnez-moi? Ni le destin du reste. Non, mais très juste, je dirais, le Québec serait-il indépendant que le sort du monde ne changerait pas? Les petites nations d'Europe de l'Est sont devenues indépendantes. Aucune d'entre elles ne peut avoir le privilège orgueilleux de croire qu'elle incarne à elle seule son époque. Il y a eu l'époque américaine, il y a eu l'époque britannique, l'époque française, il n'y aura jamais d'époque québécoise, il n'y aura jamais d'époque slovaque, non plus que d'époque slovène. Et pourtant, ces petites nations qui ne sont pas vouées à, je dirais, une grandeur impériale, à la majesté souveraine du politique. Ces petites nations doivent-elles pour autant être considérées comme des confettis à une manière tout autre de preuve d'un folklore d'une autre époque, ou doivent-elles être considérées comme la preuve, la trace de l'authentique démocratie, c'est-à-dire qu'un peuple est capable de s'autodéterminer, d'avoir son propre point de vue sur le monde, sans pour autant faire partie des très grands de ce monde. Les petites nations ne sont-elles pas dépositaires finalement de cet idéal souvent oublié qui est celui de la liberté politique? Eh bien, je crois que sous ce désir de protection politique qu'on redécouvre aujourd'hui, il y a ce besoin d'appartenance conjugué à celui de la liberté politique. Les petites nations sont peut-être le laboratoire à partir duquel repenser la démocratie.
Oui, il y a la question juive aussi qui peut être importante. Israël, les Juifs, tout ça, c'est aussi une petite nation, mais très grand peuple aussi. Oui, ça c'est peut-être un cas à part. Oui, mais la notion de petite nation, il faut la revoir telle que l'a définie Kundera. Lorsqu'il dit qu'est-ce qu'une petite nation, c'est une nation qui n'a jamais, évidemment, on n'entend pas petit peuple par là, on entend plutôt une nation qui a la conscience de sa fragilité. Une nation qui sait qu'elle peut disparaître. Une nation qui sait qu'elle n'est pas éternelle. La France peut se croire éternelle. Elle le croit, oui. Oui, elle le croit. Le général de Gaulle le croyait. Avez-vous déjà vu un Québécois croire à l'éternité du Québec? Il ne croit même pas à l'éternité, pour commencer. Non, c'est très juste. Il ne croit même pas au Québec souvent. Mais il y a cette réalité que les petites nations savent. Ont une conscience intime de la précarité de leur existence. Elles ont une conscience intime du fait que l'existence pour elles ne va pas de soi et qu'elles doivent toujours maintenir leur particularité. Oui, évidemment, lorsqu'on est français, on peut se draper dans l'universel. Lorsqu'on est français, on écrit un livre Histoire de la démocratie chez Gallimard et on n'a même pas la politesse de marquer en France comme sous-titre. Parce que l'histoire de la démocratie, c'est ce qui se passe en France. L'esprit universel traverse la France et plus particulièrement Paris et certains arrondissements. Eh bien, l'esprit universel traverse de la même manière Washington. Les Américains ont ce même réflexe. C'est les deux seuls pays, en fait, parce que la Chine n'a pas ce côté universel. Non, évidemment, c'est à l'intérieur du référent occidental. Ce sont deux universalismes concurrents. Mais surtout les États-Unis et les États-Unis, les autres pays, non. Hein. Non, la Grande-Bretagne a aussi ce réflexe un peu, bien qu'il soit davantage impérial. Il est impérial, hein. Mais les petites nations n'auront jamais cet orgueil d'écrire une histoire de la démocratie sans sous-titres et tout se passe au Québec, tout se passe en Hongrie, tout se passe, trouvez votre nouveau modèle. Eh bien, les petites nations aujourd'hui ne sont-elles pas tout autant de témoignages de cette authentique diversité du monde, pas la diversité gastronomique dont on nous parle dans nos métropoles cosmopolites et mondialisées. Non, une diversité de liberté politique, une diversité d'appartenance et de communauté. Maintenant, pour revenir au cas de l'Écosse, Mathieu Bock-Côté, je rappelle qui vous êtes, l'Écosse était indépendante avant 1707. Ça fait 304 ans qu'elle était réunie à l'Angleterre. C'est pour ça qu'on dit le Royaume-Uni, en fait. Donc, l'Écosse a eu une expérience très longue, d'abord de victoire. Elle a des symboles très forts. Elle a une histoire, donc comme je vous disais, elle était autonome. Elle faisait des alliances avec la France, notamment. Le Québec n'a pas eu tout ça. Donc, le parallèle a ses limites, quand même. Le parallèle a ses limites, et vous le montrez là-dessus, toute la faiblesse, la carence de l'expérience historique québécoise. C'est ça, oui. Un peuple qui veut devenir indépendant a normalement beaucoup plus de chances de le devenir s'il l'a déjà été. C'est Istvan Bibo, écrit dans Grandeur et misère des petits États d'Europe de l'Est, livre publié dans les années 50, je crois, mais réédité dans les années 90, qu'un peuple, pour devenir indépendant, doit l'avoir déjà été. Eh bien, les Québécois n'ont pas cette mémoire de l'indépendance. Les Québécois n'ont pas cette mémoire d'une liberté à restaurer. Ils n'ont pas d'indépendance à restaurer. Les Québécois ont une mémoire d'enracinement, une mémoire de durée, une mémoire d'entêtement. Bon, alors ils ont une capacité d'adhésion, d'enracinement à leur propre pays qui est assez remarquable, mais les Québécois n'ont pas cette mémoire d'une indépendance à restaurer, d'un honneur à restaurer. Les Québécois trouvent leur grandeur dans le fait de durer, mais ils n'ont pas cette mémoire de la liberté politique qui aurait pu irriguer le combat national. Alors que les Écossais ont cette mémoire, ne serait-ce que partielle, ne serait-ce qu'à la manière de vagues souvenirs qui reviennent d'une génération à l'autre, les Écossais ont la mémoire de cette Écosse qui a préexisté au Royaume-Uni, si je puis dire. Les Écossais ont cette mémoire d'une indépendance qui a déjà eu lieu et qui, pour cela, pourrait être encore. Et si on se tourne vers la condition québécoise à partir de ce jeu de comparaison historique, on peut dire que c'est une des tragédies du Québec de ne jamais avoir connu à aucun moment cette forme d'indépendance qui nous amènerait tout simplement à n'y voir non pas une utopie pour l'avenir. Les Québécois ont cette mauvaise manie de voir dans l'indépendance l'utopie à partir de laquelle fonder un monde nouveau. Non, pas l'utopie pour l'avenir, mais restaurer tout simplement l'honneur premier de la nation, celle de sa liberté, celle de son autodétermination. Et ce que je trouve merveilleux à travers ces réflexions, c'est leur caractère remarquablement inactuel pour peu qu'on se tienne dans les départements de sciences sociales et de philosophie. Fréquenter les milieux universitaires contemporains, et pas seulement au Québec là-dessus, partout dans le monde, le vocabulaire dominant est encore celui de la fluidité des appartenances, de l'hybridité des cultures, du métissage des civilisations et tout ce qui relève de cette autre part de la civilisation. Non pas l'émancipation, mais la protection. Non pas le désir toujours de refondation, mais le désir de conservation. Non pas le désir d'utopie, mais le désir d'héritage. Tout ce qui relevait de cet imaginaire plus conservateur ou même traditionnel a été disqualifié de la pensée politique, de la pensée sociale, de la philosophie politique depuis très longtemps. Et ce qui nous revient
à l'avant-scène à travers ces nombreux cas, à travers ces nombreux exemples de l'Écosse au Québec, en passant aux petites nations d'Europe de l'Est, en passant à ces peuples qui résistent aux grands ensembles mondialisés comme l'Union européenne ou ainsi de suite, ce qui revient finalement, c'est une part de la réflexion politique, mais une part de la réflexion sur la condition humaine tout simplement, qui avait été refoulée, qui avait été occultée au nom du saint progressisme. Ce que nous redécouvrons finalement, c'est ce désir de conservation, ce désir d'une stabilité, de permanence, ce désir non pas d'utopie, mais ce désir d'histoire et d'enracinement. Il y a quelque chose de très intéressant qui joue avec ces questions. Avec Mathieu, on va terminer là-dessus, mais avec cette histoire-là, vous me faites penser à Rabelais, qui se moquait des Sorbonnards. Vous savez, lui, c'était le gros bon sens, et puis les racines, la culture, et tout ça. Alors que le Sorbonnard, il y avait un côté déraciné, intello, etc., n'est-ce pas?